Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. C'est bientôt la Toussaint, littéralement la célébration de tous les saints. Et la première condition pour être un saint, c'est d'être mort. Vous vous demandez ce que ça fait de mourir? Vous voulez savoir ce qu'il advient de votre carcasse après votre dernier souffle? Vous vous demandez si le deuil existe chez les animaux ou même dans les jeux vidéo? Pour cette émission, le Labo des Savoirs prend un scalpel et pratique pour vous, auditeurs et auditrices, l'autopsie de la mort elle-même. De l'horreur à la fascination, en passant bien évidemment par la science, vous saurez tout sur la grande faucheuse. Et pour pratiquer cette autopsie, nous serons accompagnés de bénévoles bien vivants. Marie, tu ouvriras le bal, de quoi vas-tu nous parler? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des expériences de mort imminente. C'est quand on n'est pas tout à fait mort, puisqu'on revient d'entre les morts. Aurore, toi, tu vas constater le décès, c'est bien ça? Exactement, je me suis demandé finalement comment on sait qu'on est mort. Lila verra la mort en face à travers une chronique culture dans laquelle il dressera un panorama des morts dans le cinéma horrifique. Pierre, toi, tu vas réussir à nous parler de jeux vidéo cette fois-ci? Et oui, j'ai regardé la représentation du deuil dans les jeux vidéo et dans un jeu qui s'appelle Gris. Et enfin, Jérémy, pour clore cette émission, tu te tournes vers le règne animal. Tout à fait, on ira voir un peu ce qui se passe chez nos amis non-humains. En plus de ces incroyables chroniques, qui de plus qualifié pour nous assister dans cette autopsie qu'une médecin légiste? Nous aurons à distance le docteur Mathilde Ducloyer, médecin légiste au centre hospitalier de Nantes, qui nous apportera son expertise scientifique. De la recherche à la connaissance, explorez le passé, le présent et l'avenir au Labo des Savoirs. Tous les mercredis de 19h à 20h sur Prune 92 FM. Avant de commencer notre autopsie, intéressons-nous à ceux et celles qui ont approché la mort au plus près sans pour autant franchir le point de non-retour. Marie, tu t'es demandé ce que la science savait sur cette lumière au bout du tunnel. Tout à fait. Lorsqu'une personne survit à une réanimation cardiovasculaire, une fois sur 10, elle expérimente des sensations tout à fait particulières. Dans la majorité des cas, elle ressent une sensation de bien-être intense, elle éprouve une décorporation sous la sensation de sortir de son corps et voit une forte lumière. Cette lumière peut prendre diverses formes selon les cultures ou les religions. Elle peut revêtir la forme d'un tunnel, d'une rivière ou encore d'une porte. D'autres facteurs existent comme la rencontre d'entités, la revue de vie ou l'observation d'un paysage de type paradis. C'est souvent une expérience vécue de façon positive. On parle alors d'expérience de mort imminente que j'abrégerai en EMI. Celle-ci se déclenche le plus souvent à la suite d'un arrêt cardiaque, mais il arrive que le coma, les traumatismes, l'anesthésie, l'AVC ou encore même l'orgasme puissent être à l'origine de telles expériences. Le premier à s'être intéressé scientifiquement à ce phénomène est le médecin américain Raymond Moody. En 1975, il a recensé dans un ouvrage intitulé « La vie après la vie » l'ensemble des témoignages de personnes ayant survécu à la mort. Avant, ces gens étaient tout simplement pris pour des fous, mais depuis, le sujet est devenu un domaine de recherche sérieux. En Belgique, le Coma Science Group de l'Université de Liège a ainsi collecté pendant 10 ans plus de 2000 témoignages. Les chercheurs définissent alors les EMI comme des états de conscience altérés qui peuvent toucher tout le monde sans distinction d'âge, de sexe, de croyance ou de non-croyance religieuse. D'accord, donc on sent la mort approcher, mais sans vraiment passer de l'autre côté. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans notre corps à ce moment? Au moment où le cœur cesse de battre, le cerveau n'est plus irrigué en oxygène, ce qui est normal. On perd alors conscience, c'est ce qu'on appelle une syncope. Puis un pic d'activité électrique se manifeste dans le cerveau. Le cerveau émet alors des ondes plus rapides dans certaines régions, et notamment dans le lobe limbique, qui est le centre de notre mémoire et de nos émotions. En parallèle, certaines hormones ou neurotransmetteurs, comme l'endorphine ou la sérotonine, sont libérés et semblent participer à cette sensation de bien-être. Les EMI seraient alors une synergie entre ce pic d'activité électrique et cette libération d'hormones. Mais le moment exact de l'apparition d'une EMI fait encore l'objet de débats. Pour Stéphane Carpentier, professeur à la Sorbonne et directeur de recherche à l'Institut du cerveau, ces expériences de mort imminente, je cite, surviendraient plus tardivement au moment de la récupération.
Selon lui, si une personne est capable de relater son expérience de mort imminente, cela veut dire qu'elle a pu réémerger à un état de conscience qui lui permet de raconter ce qui lui est arrivé. En somme, il faut avoir été conscient pour pouvoir raconter ce qu'il s'est passé. L'EMI se déclencherait alors selon lui plutôt lors d'une deuxième phase, plus tardive, lorsque les activités cérébrales redeviennent plus lentes. Et comment est-ce qu'on étudie les EMI? Déjà, scientifiquement, est-ce qu'on provoque des presque morts en laboratoire? J'imagine qu'on ne fait pas ça. Presque. L'étude des EMI consiste en la récupération de témoignages d'abord, l'observation d'éventuelles lésions dans le cerveau suite à cette expérience, voire quand c'est possible le suivi de l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes lors d'une réanimation par exemple. Une autre possibilité est de simuler des EMI à l'aide de drogues. Raymond Moody avait déjà remarqué des similitudes d'expérience entre les personnes revenues d'entre les morts et les consommateurs de drogues psychédéliques. Un facteur commun étant notamment la décorporation, donc l'association de sortir de son corps. En 2018, une équipe de l'Imperial College of London a comparé scientifiquement les récits d'individus ayant vécu une EMI avec la consommation par des cobayes sains de DMT. Le DMT, c'est le diméthyltryptamine, un nom très compliqué pour une substance qui se trouve dans l'ayahuasca, une infusion utilisée dans des cérémonies chamaniques en Amazonie et prisée de certains backpackers. Et alors, ça donne quoi de comparer une EMI avec la consommation de drogue? Eh bien, les chercheurs ont observé de fortes similitudes dans les images et les sensations générées lors des EMI véritables et les expériences sous DMT. Quelques différences subtiles existent, comme le sentiment chez les revenants d'avoir approché une frontière, celle de la mort. Tu m'étonnes. Ce qui n'est pas le cas des cobayes ayant pris du DMT. En réalité, beaucoup de mystères planent encore autour des EMI et leur étude pose la question de l'origine de la conscience et de sa construction. Est-ce que la conscience est interne à notre cerveau ou en dehors et donc indépendante? À cette question, Jacques Besson, célèbre psychiatre de l'Université de Lausanne, nous répond que, je cite, « On ne sait pas ce qu'est la conscience, mais sa découverte est une aventure programmée pour le XXIe siècle et les EMI font partie du voyage. » Merci Marie, mais aussi fascinant que puisse être le sujet, je ne ressens étrangement aucune envie de connaître ce sentiment de mort imminente. Finalement, s'ennuyer un peu, c'est pas si mal. Alors nous y sommes, je vais vous laisser passer un tablier étanche, placer une visière devant vos yeux, enfiler une paire de bottes en caoutchouc et vous saisir d'une paire de gants en latex et nous allons pouvoir commencer l'autopsie. Alors avant toute chose, il faudrait s'assurer que le sujet est bien décédé. Aurore, je pense que tu peux nous éclairer sur ce point. Alors oui, est-ce que vous savez ce que c'est que la taphophobie? Alors les têtes font non autour de la table. Alors c'est la peur d'être enterré vivant et c'est une crainte qui est universelle. Et si on croyait que vous étiez mort, et en fait, non. Eh bien, c'est pour ça qu'à partir du XVIIIe siècle, on a commencé à inventer des cercueils de sécurité. Alors, il s'agit de cercueils qui sont équipés d'un système qui permettent de l'activer depuis l'intérieur pour faire signe qu'on est encore vivant, avec par exemple un petit tambour ou un drapeau. Spoiler, aucun de ces cercueils n'a jamais été activé. Apparemment, leurs occupants étaient définitivement morts. Alors du coup, comment est-ce qu'on a su que les gens étaient morts et vraiment bien morts? Eh bien, c'est une bonne question, Florian. Et finalement, c'est quoi être mort? Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, cette question n'a toujours pas été réglée de manière définitive par la science. Alors ici, je vais parler uniquement des humains. Et je vais aborder la mort d'un point de vue biologique et physiologique parce que les définitions peuvent être assez différentes chez d'autres types d'organismes. Et si on commence à détailler la perception de la mort chez différentes cultures, il faudrait que cette chronique dure plusieurs heures. Pendant très longtemps, vous étiez mort à partir du moment où votre médecin disait que vous l'étiez. Quand on sait que le stéthoscope, qui permet d'écouter le cœur battre, a été inventé en 1816, on se dit qu'il y a pu y avoir des ratés. Alors là, je pensais avoir une super anecdote. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les croque-morts, ils s'appelaient comme ça parce qu'ils croquaient les orteils des morts pour vérifier qu'ils n'avaient pas de réaction. Eh bien, il s'agirait d'une croyance populaire. Elle est fondée sur absolument aucun argument sérieux et l'expression aurait d'autres origines, mais on n'est pas trop sûr. Donc du coup, si on les croque pas, les morts, a priori, on faisait quoi pour savoir qu'ils étaient morts et pas juste qu'ils dormaient très longtemps? Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe, les premières découvertes concernant l'électricité ont donné des idées aux scientifiques de l'époque qui se sont mis à joyeusement électrocuter à tout va des cadavres ou des morceaux, mais on ne va pas rentrer dans les détails du gore. Alors, bien qu'éthiquement douteuse avec notre regard d'aujourd'hui, c'est une époque qui a permis de grandes découvertes en ce qui concerne le fonctionnement des muscles et du système nerveux. Et un de ces médecins, Nysten, a même réussi à faire battre un cœur plus de 4 heures après la mort de son propriétaire. De quoi remettre en question la compréhension de la vie et de la mort à l'époque. Malgré tout, jusque dans les années 1950,
tout arrêt cardiaque signifiait la mort. Et encore aujourd'hui, en 2024, c'est très rare de s'en sortir. 90% des arrêts cardiaques ont une issue fatale. Dans l'immense majorité des cas, le médecin déclare le décès s'il y a un arrêt cardio-respiratoire prolongé avec un échec de réanimation pendant 35-45 minutes, auquel on ajoute un arrêt de fonction neurologique, comme par exemple, on n'arrive pas à réveiller la personne, elle n'a pas de réflexe et ses pupilles ne réagissent plus à la lumière. Mais en 1952, l'invention du respirateur artificiel a permis la mise en place de soins de réanimation et de soins intensifs. Et 7 ans plus tard, 2 médecins français de l'hôpital Claude Bernard à Paris ont proposé le concept de coma dépassé, correspondant à l'état de mort cérébrale. Il faut attendre 1968 pour que l'arrêt cardio-respiratoire seul ne soit plus suffisant pour déclarer l'individu mort. D'ailleurs, depuis 2012, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, définit la mort comme la disparition permanente et irréversible de la capacité de conscience et de toutes les fonctions du tronc cérébral. Et maintenant, avec les progrès de la médecine, on peut maintenir une personne en vie, entre guillemets, avec un cœur qui bat, des poumons qui respirent, et pour autant, on peut déclarer le décès s'il n'y a plus d'activité cérébrale. C'est bien ça ? Oui, mais alors il faut déjà vérifier que le cerveau a intégralement cessé de fonctionner. Et là aussi, les choses sont moins simples qu'elles n'y paraissent, parce que les neurones peuvent s'arrêter de fonctionner dans certaines zones du cerveau et pas d'autres. En France, pour prouver l'état de mort cérébrale chez une personne dont les fonctions vitales sont artificiellement maintenues par la médecine, on procède à une angiographie cérébrale, c'est-à-dire un examen radiologique qui permet de vérifier que la circulation sanguine dans le cerveau s'est arrêtée, une fois qu'on arrête tout médicament. Un second critère possible est l'obtention de 2 électroencéphalogrammes plats pendant au moins 30 minutes et effectués à 4 heures d'intervalle, attestant que le cerveau du patient n'a plus d'activité électrique. Donc, mort cérébrale, ok. Qu'est-ce qui se passe scientifiquement dans le cerveau ? Alors, les études portant sur ce sujet sont bien sûr très rares chez l'humain. Et à ce jour, elles se résument à un travail mené sur 9 sujets humains souffrant d'atteintes cérébrales sévères et irréversibles. Le processus de mort cérébrale a été suivi sur ces sujets grâce à un enregistrement de l'activité électrique du cerveau. Alors, une fois que le cœur ne fonctionne plus, l'activité cérébrale, elle peut se maintenir pendant plusieurs minutes avant de s'arrêter. Mais ce n'est pas une extinction progressive comme on l'imaginait jusque-là, mais plus une vague électrique, une sorte de dernier feu d'artifice qui suit 2 phases d'activité distinctes chez ces patients en train de mourir. Tout d'abord, environ 20 secondes après l'arrêt cardio-respiratoire, on observe un pic d'ondes et puis le cerveau se met en quelque sorte en veille, c'est-à-dire que les neurones modifient leur métabolisme de façon à produire de l'énergie avec un apport limité en oxygène. Leur activité électrique se réduit drastiquement au point de générer un électroencéphalogramme plat. Pourtant, le cerveau n'est pas encore mort. Entre 5 et 10 minutes après l'arrêt cardio-respiratoire, les neurones les plus sensibles au manque d'oxygène commencent à se dépolariser. Donc en gros, ils perdent leur charge électrique, leur énergie électrique. C'est un phénomène qui s'étend de proche en quelques minutes à l'ensemble de l'encéphale. Cette vague de dépolarisation, appelée vague de mort, est le dernier signe d'activité cérébrale que les méthodes d'enregistrement actuelles peuvent mettre en évidence. Mais alors jusqu'à quel point le processus est-il irréversible ? Eh bien, une équipe de chercheurs a testé les effets d'une reperfusion du cerveau en oxygène avant cette vague de mort et a obtenu une restauration de l'activité cérébrale dans 60% des cas. Toutefois, il faut rester prudent avec cette méthode de réanimation par reperfusion en oxygène parce qu'elle reste très toxique pour les neurones. Et le rétablissement brutal d'un flux sanguin oxygéné est par ailleurs responsable de la plupart des décès de patients réanimés après arrêt cardio-respiratoire. Au-delà de la mort encéphalique, débute alors la mort progressive et désynchronisée des différents organes du corps. Alors finalement, la mort, c'est un état qui est irréversible. C'est le moment où on ne peut plus faire machine arrière. Et cette frontière entre la vie et la mort, elle est intrinsèquement liée au développement technologique. Est-ce qu'on est capable ou non de nous ramener dans le monde des vivants ? Et donc, qui sait quelle sera la définition de demain ? Merci Aurore, ça me rassure un peu. Je regarde dans ce studio et j'ai l'impression que tout le monde a une activité cardiaque et cérébrale. J'en conclus donc que nous sommes tous bien vivants. Mort ou pas mort, j'ai demandé à Mathilde Ducloyer, médecin légiste à l'hôpital de Nantes, si elle avait été confrontée à des cas douteux et comment elle déchiffrait les signes de la mort dans le cadre d'une enquête policière. Alors effectivement, on est rarement les premiers à intervenir sur place suite aux découvertes de cadavres, puisque c'est parce que les gens sont morts qu'on nous appelle. Pour autant, tous ces signes post-mortem, tous ces signes cadavériques, ce qu'on appelle la thanatomorphose, on va les utiliser, nous, pour estimer le délai post-mortem. C'est depuis quand les gens sont morts ou à quelle heure sont-ils morts. Alors, on est souvent très humble en médecine légale. Dans les séries, ils arrivent à déterminer à la minute ou à l'heure près quand les gens sont décédés. Nous, c'est plutôt des
fourchettes qui sont assez larges. C'est plus des râteaux que des fourchettes. D'ailleurs, souvent, les policiers nous charrient un petit peu. Voilà, de 3 à 6 heures de délai. Donc, on va utiliser tous ces signes. Dans les représentations qui sont faites souvent au cinéma, les corps sont livides, enfin sont blancs, sont gris. Il faut savoir qu'un corps décédé, en tout cas dans les premières heures, c'est souvent assez coloré en fait. Parce que le premier signe à apparaître, c'est ce qu'on appelle les lividités. C'est vraiment une extravasation passive du sang à travers les capillaires qui va colorer la peau en rouge, rose, violacé en fonction de la cause du décès. Après, l'autre signe que là les gens connaissent un peu plus, c'est la rigidité du cadavre. Dans les autres signes qui apparaissent, c'est la coloration un peu verdâtre de la peau. Et même des corps putréfiés sont jamais représentés de la couleur vert. C'est parfois un vert bouteille, un vert qui est assez marqué, qui est la prolifération bactérienne du tube digestif qui va vraiment s'étendre à l'abdomen et puis après à l'entièreté du corps. Donc ça va venir aussi déformer le corps parce qu'il y a la production d'air par ces bactéries. Tous ces signes-là, on va les utiliser. En gros, est-ce qu'il est chaud et souple, auquel cas ça fait quelques heures? Est-ce qu'il est rigide et tiède, auquel cas ça fait plus une douzaine d'heures? Ou est-ce que commence à être plus rigide et froid et auquel cas ça fait plus de 24 heures, quoi. Grosso modo, c'est à peu près les ordres d'idées qu'on a. Restez avec nous, nous reviendrons parler de mort, de cadavres et d'autopsie juste après une courte pause musicale. Le son des sciences au Labo des Savoirs. C'était Cathedral Bells de Endless. Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs pour une émission magazine mortelle avec nos bénévoles qui lèvent le voile, ou devrais-je dire le linceul, sur le mystère de la mort. Revenons à notre autopsie justement, cette idée de dégradation du corps, presque de déshumanisation selon l'avancement de la décomposition. Le corps humain, à l'état de cadavre, devient, au cours d'une enquête judiciaire, une preuve au même titre qu'une empreinte, qu'une arme. J'ai demandé à notre invité, le docteur Mathilde Ducloyer, médecin légiste, comment s'articulaient ces deux notions, corps preuve et corps humain. On fait les autopsies suite à un décès inattendu au sens très large du terme. Donc voilà, une mort violente, une mort d'origine indéterminée, une mort subite chez un sujet jeune. Enfin, il y a tout un tas de contextes. Et donc, il y a un obstacle médico-légal qui est posé, effectivement, et le corps passe ce qu'on appelle sous main de justice. Et donc, nous, on va être chargés d'exploiter, entre guillemets, cet élément de preuve. La majorité de nos autopsies se concluent par il n'y a pas d'argument en faveur de l'intervention d'un tiers. Finalement, c'est le but, c'est de pouvoir dire à la justice il n'y a pas de traces de délit ou de crime. Et à partir du moment où on incise, voilà, c'est un sujet anatomique, c'est un corps. Et à partir du moment où on l'a refermé, où on l'a lavé, où on le remet à la famille, il redevient une personne. Mais finalement, il y a une espèce de parenthèse où le temps de l'autopsie, la personne devient un corps, et donc c'est ce qui nous permet aussi de faire ce qu'on fait, parce qu'effectivement, ouvrir le corps d'un enfant, ouvrir le corps d'une personne qui peut avoir notre âge, ça peut être parfois un peu perturbant. J'essaye de leur rendre leur dernière minute de vie, et que si moi je le fais pas, personne pourra le faire. Bien, l'autopsie a commencé, il vaut mieux avoir l'estomac bien accroché, c'est le moment de vous rappeler vos pires cauchemars d'adolescent, une vieille maison abandonnée la nuit, un cimetière dans la brume. Votre imagination se joue de la distinction entre mort et vivant, au point d'en effacer la frontière pour votre plus grand effroi. Lila, tu as exploré la mort en tant qu'inspiration cinématographique, et notamment son thème de prédilection, l'horreur. La mort, c'est un concept philosophique, un procédé littéraire et artistique, une inspiration qui pousse des écrivains comme Edgar Allan Poe ou Villiers de l'Isle-Adam à écrire des nouvelles comme Le Masque de la Mort Rouge ou Le Convive des Dernières Fêtes. La personnification de la mort en tant qu'entité consciente a un poids philosophique considérable. Quand on pense à la figure de la mort, celle qui revient, c'est la figure occidentale d'un squelette encapuchonné armé d'une faux. Cette vision, d'origine italienne, était très populaire au Moyen-Âge et à la Renaissance, en particulier pendant le temps de la peste noire. La faucheuse représentait un être terrifiant venu happer les vivants d'un coup de lame. Les allégories de la mort ont été reprises maintes et maintes fois dans la fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la figure des slashers. Les films d'horreur slasher, c'est quoi ? C'est un modèle très spécifique d'horreur, où une bande d'ados se font buter les uns après les autres par un tueur masqué et ou défiguré. Ce procédé a donné naissance à énormément de mascottes d'horreur, Ghostface de Scream, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse, Freddy Krueger des Griffes de la nuit, et bien sûr le grand Jason Voorhees et son masque de hockey dans le très classique Vendredi 13. Autant de figures effrayantes auxquelles des personnes vont essayer d'échapper pendant 1h40 de film sans presque jamais y parvenir. Ces tueurs en série fictifs sont d'assez bonnes représentations de la mort à mon sens. Le meilleur exemple restant celui de Michael Myers dans la série des Halloween.
Peu importe ce qu'on lui fait, il se relève et poursuit ses victimes. Il est silencieux, imperturbable, et malgré sa taille de colosse et la peur qu'il inspire, on ne le voit ou on ne l'entend jamais arriver. On le voit arriver que quand il est trop tard d'ailleurs. John Carpenter, le réalisateur de Halloween, voulait que son antagoniste représente le mal pur. Et par essence, le mal est indestructible, comme la mort. Les tueurs en série de slasher représentent bien ce concept de mort en tant qu'entité physique. Freddy Krueger reprend la figure du croque-mitaine en tuant des ados dans leurs cauchemars. Jason représente une forme de karma en assassinant de manière brutale des animateurs négligents et irresponsables du camp Crystal Lake. Le tueur Ghostface change d'identité à travers les films, s'infiltre dans les maisons de ses victimes et provoque une hystérie collective. Difficile de décrire la mort en tant que telle. Si je devais l'imaginer en tant qu'humain, ce ne serait pas loin de nos tueurs d'Halloween préférés. Personnellement, ma petite icône favorite, c'est celle de Carrie, du film et de la nouvelle homonyme. En bref, la mort, c'est plutôt cool, quand ça permet à des cons comme moi de faire une fixette sur le cinéma. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Merci Lila, c'était délicieusement glaçant. La mort est efficace pour faire peur et pour cause, son caractère irréversible et le processus de décomposition qui l'accompagne contribuent à ce fantasme horrifique. Alors j'ai demandé encore une fois à Mathilde Ducloyer, médecin légiste, si elle avait parfois l'impression d'être dans un film d'horreur ou au contraire si devant un film d'horreur elle pensait au boulot. Alors bon, je ne suis pas une grande friande des films d'horreur, je ne sais pas si mon quotidien me suffit, c'est possible. Et puis généralement, la réalité dépasse la fiction, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter une couche. Oui, c'est sanglant, c'est sûr que c'est sanglant. Après, encore une fois, c'est des choses auxquelles on est habitué. Alors bon, pour la petite anecdote, les hommes sont toujours plus sensibles à la vue du sang que les femmes. Hein. Vraiment, les malaises qu'on a en salle d'autopsie, c'est toujours des jeunes hommes qui arrivent la fleur au fusil et puis qui finalement, au bout de 10 minutes, tournent de l'œil. La façon dont les légistes interprètent les lésions au cinéma sont souvent bien présomptueuses. Puis l'autre biais, souvent, c'est qu'ils ont tout un tas d'analyses que nous, on n'a pas en direct live et que souvent, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Si vous voulez une analyse génétique ou toxicologique sans urgence, il faut généralement plusieurs semaines, donc on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Mais la mort n'impacte pas que la personne décédée. Il est temps de nous tourner vers les vivants, qu'on appelle également ceux qui restent. La mort effraie aussi par le vide qu'elle laisse, l'absence douloureuse et définitive. Pierre, tu t'es intéressé au deuil et, en tant que fan de jeux vidéo, on le sait, tu t'es tout naturellement posé la question « Comment représente-t-on le deuil dans le jeu vidéo ?» Game over, c'est terminé. J'avais pourtant tout bien fait. Après une bonne heure passée à éviter les Goombas, les frères marteaux, rentrer et sortir de tuyaux, j'arrive au château du maléfique Bowser. Plus qu'un dernier obstacle et j'y suis. Mais j'ai raté mon saut. Et je suis tombé dans la lave. Les mots Game Over s'affichent quelques secondes à l'écran. Une musique triste accompagne une image de la princesse Peach qui pleure. Ma console s'éteint, ma cartouche de Super Mario Bros ne fonctionnera plus jamais. Et je le sais, c'est marqué sur la boîte. Dans cette version de Mario, la mort est définitive. Merci d'avoir joué. La princesse restera pour toujours prisonnière de l'immonde Bowser. Et Luigi prépare déjà les funérailles de son unique frère. Imaginez-vous vivre cette scène. Qu'est-ce que ça vous ferait si tous les jeux étaient comme ça ? Traditionnellement, dans les jeux vidéo, la mort n'est pas définitive. On perd une vie et on recommence jusqu'à enfin triompher. Mais est-ce qu'on ne perd pas aussi cette expérience singulière de la vie, celle de ne pas pouvoir recommencer ? C'est la question qui me taraude et à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Peut-on faire l'expérience du deuil en jouant à un jeu vidéo ? Pour tenter d'y répondre, j'ai été à la rencontre de Aloïs Laurent, qui travaille à la médiathèque Jacques Demy dans le service Action culturelle, en particulier sur le numérique et le jeu vidéo. Dans le cadre d'une collaboration avec l'espace Cosmopolis sur les représentations de la mort et les rites funéraires dans le monde, Aloïs a monté un atelier pour que les enfants nantais puissent venir jouer à Gris. Gris, c'est un jeu de plateforme développé par le studio Nomada en Espagne. Les graphismes sont entièrement réalisés à l'aquarelle, c'est somptueux. On y incarne une femme qui vient de perdre sa voix et dont le monde s'écroule. Je laisse notre invité décrire ce monde et ce qui lie les couleurs au deuil. Au tout début du jeu, t'es dans la main d'une statue en train de chanter. L'héroïne perd sa voix, la statue se disloque, l'héroïne tombe et on se retrouve dans un monde tout en nuances de gris et très désertique avec des ruines. Et donc justement le but du jeu c'est de ramener les couleurs une à une et de retrouver aussi sa voix.
Donc tu avais le rouge qui représente le déni, le vert la négociation, le bleu la dépression, le jaune la colère et le violet l'acceptation. Les designers de Gris ont décidé de calquer le déroulement du jeu sur les 5 étapes du deuil que vous venez d'entendre. Ce modèle, devenu très populaire depuis sa description en 1969 par la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, montre que des patients atteints d'une maladie en phase terminale vont traverser au moins une fois chaque étape de manière linéaire. Déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Dans un premier temps, la scientifique ne parlait pas de cette série d'émotions, elle n'en parlait que dans le cadre des malades en phase terminale. Mais dans la culture populaire, le concept s'est élargi aux ruptures amoureuses, à la dépression, au décès d'un proche. C'est si répandu que moi-même, lors de moments difficiles, j'ai pu penser « Pourquoi, là, je ne suis pas en colère ? J'avais pourtant passé cette étape du déni. » Si vous aussi, ça vous est déjà arrivé, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas déréglé. Depuis le début des années 2000, des chercheurs et chercheuses en sciences sociales et en psychologie ont émis des critiques envers ce modèle. Bon, pour faire bref, il n'est pas prouvé que chaque personne endeuillée fasse l'expérience des 5 étapes. Et il serait même dangereux de prescrire une série d'émotions telle une checklist à remplir pour bien réussir son deuil. Par exemple, une étude a montré que le déni, une émotion négative, pouvait prédire la survenue de la colère et de la dépression, et à l'inverse, les émotions positives comme l'acceptation seraient liées à la foi et à l'espoir. Ils ont donc déterminé que le deuil n'était pas forcément linéaire. Dans Gris, retrouver les couleurs est une manière d'avancer, car chaque nouvelle palette représente aussi un pouvoir utile à l'héroïne, qui permet d'explorer le temple du début du jeu différemment. On les débloque bien dans un ordre précis, mais passer une étape n'empêche pas le spectre noir de la mort de poursuivre la protagoniste. On n'est pas encore au bout du tunnel. Ouais, en fait, on continue d'avancer quoi qu'il arrive, mais parfois avec la sensation de... Ah, on pensait que c'était le bout du tunnel, et en fait, pas du tout. Il y a un moment, on vient de débloquer le jaune, mais en fait, on se retrouve dans un niveau hyper sombre, vraiment souterrain, où on est poursuivi par une créature énorme qui fait super peur. Je trouve que ça illustre ce truc de je suis en train d'avancer, il y a de l'espoir, j'arrive à la fin et tout, et en fait, non. Genre, il y a encore des obstacles, c'est encore difficile, etc. Ce lien qu'il peut y avoir entre émotion, gameplay et direction artistique, chaque concepteur de jeux vidéo l'étudie abondamment. C'est le cas de Sabine Harrer, chercheuse en jeux et maître de conférences à l'origine de plusieurs jeux expérimentaux. Dans sa thèse et le livre Games and Bereavement, qu'on peut traduire par Jeux et deuil, elle a étudié 5 œuvres plus ou moins grand public, allant de Final Fantasy VII à Ico. Dans ce corpus, la question du deuil est abordée parfois frontalement, comme avec le jeu Brothers A Tale of Two Sons, dont les contrôles sont faits pour faire ressentir la perte d'un des deux frères. Parfois c'est abordé figurativement, comme dans Ico, où on utilise un bouton de la manette dédié à tenir la main d'une jeune fille pour la protéger de créatures ténébreuses, jusqu'au moment terrible où elle se fait enlever par la Reine des Ténèbres et son absence induit chez le joueur un manque représenté par ce bouton devenu inutile. Sabine Harrer propose des approches différentes en conception de jeu, qui prendraient en compte les expériences personnelles autant de joueurs que des concepteurs. Harrer est persuadée qu'inclure des gens qui ne jouent pas dans le processus créatif est une des manières d'y arriver. C'est un peu le cas de Gris, dont la direction artistique est réalisée par Conrad Rosette, pour qui c'était le premier jeu vidéo et dont le reste de l'équipe était composé en grande partie de non-joueurs. La vision artistique, les couleurs, la musique sont aussi importantes, voire plus que le gameplay, pour induire des émotions. La combinaison entre contrôle, art et narration s'appelle harmonie ludonarrative. Aloïs a pu vivre cette expérience artistique et nous décrit comment Gris utilise les mécaniques du jeu pour raconter une histoire. Au tout début, par exemple, donc, l'héroïne marche vraiment très lentement, et si on appuie sur une touche autre que le joystick pour se déplacer, elle s'effondre en fait. Et elle tombe à genoux, et il faut quelques secondes avant de pouvoir redémarrer, et je trouve que ça donne vraiment dès le début comme ça une ambiance où on arrive vraiment à se mettre à sa place. Il y a tout l'univers musical aussi, je trouve, qui joue là-dedans. Il y a vraiment tout au long du jeu un sentiment de retour à la vie. Donc voilà, avec aussi, donc, dès qu'on débloque, c'est le vert, la deuxième couleur, qu'on se retrouve dans la forêt, on va
avoir plus d'animaux, justement, de végétation, de plantes. À la toute fin, il y a des fleurs partout. Enfin voilà, il y a vraiment cette dimension-là de retour à la vie. À travers des métaphores simples, il est donc possible de parler de deuil sans prononcer une seule phrase. Cette harmonie entre visuel, son et interactivité est omniprésente dans Gris. Le sujet du deuil et des épreuves mentales à traverser est ici complètement assumé, et c'est une cascade d'émotions qui nous submerge alors qu'on monte une dernière fois au sommet de ce temple en ruine pour faire face à la statue et chanter avec notre voix retrouvée. Une dernière symphonie en duo avec cet être cher qu'on a perdu à jamais, mais pour toujours présent, dans le bleu du ciel, le vert des collines, le rouge des feuilles d'automne et dans le chant des oiseaux. Bon voilà, j'ai plombé l'ambiance, alors revenons à la réalité et des choses joyeuses. Comme je le disais au début de chronique, Aloïs a monté un atelier pour que les enfants puissent venir jouer à Gris sur un super grand écran. Alors je lui ai demandé pourquoi avoir choisi de faire découvrir ce jeu-là, en particulier aux enfants nantais. J'aime beaucoup pouvoir proposer aux enfants de jouer à des jeux un peu différents de ce dont ils ont l'habitude. Au salon ludique, on le voit, ils adorent jouer à des jeux un peu plus party game ou des jeux où ça bouge beaucoup, où c'est un peu nerveux, quoi. Alors que là, on est sur un jeu beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus poétique et narratif. Essayer de leur faire vivre l'expérience, en fait, tous ensemble. Même s'ils pourront évidemment pas du tout aller à la fin du jeu parce que ça va durer 1 heure et demie d'animation, mais ils auront déjà un aperçu. Cet atelier sera malheureusement passé quand l'émission sera diffusée, mais l'espace ludique est toujours ouvert à la médiathèque Jacques Demy. Vous pourrez y retrouver Aloïs, que je remercie de m'avoir présenté cet espace et d'avoir répondu à mes questions avec beaucoup de passion. Je vous invite également à visiter l'espace Cosmopolis et sa série d'expositions sur la mort et les rites funéraires dans le monde, qui va se terminer ce dimanche 3 novembre. Je dédie cette chronique à Anne, et comme le dit si bien un des développeurs de Gris à propos de la musique qui clôt le jeu, « Allez, merde, je vais aller mieux, je survivrai à cette douleur ». Merci Pierre, merci à Aloïs Laurent pour avoir répondu à tes questions. Cela pose la question de l'impact de la mort sur le vivant, et j'ai demandé à Mathilde Ducloyer, médecin légiste, quel était son rapport professionnel au vivant. C'est vrai que les gens imaginent toujours qu'on ne s'occupe que des morts, mais en fait c'est faux. On s'occupe aussi et surtout des vivants. Ça va être l'accueil des victimes de violences, tout type de violences, violences sexuelles, violences conjugales, agressions, accidents de la route. Donc c'est des gens qui ont porté plainte et nous, on va être là pour traduire leurs lésions pour la justice, notamment déterminer ce qu'on appelle l'ITT, l'incapacité totale de travail, qui est la période pendant laquelle les gens ne peuvent pas vivre leur vie quotidienne du fait d'une agression ou d'un accident. On leur demande de nous raconter un petit peu ce qui leur est arrivé, on les examine, on décrit toutes leurs lésions, puis à l'issue on va faire un certificat médical qui va permettre notamment de déterminer l'ITT et c'est transmis à la justice. Alors en termes de répartition de temps, c'est à peu près moitié-moitié, mais en termes de volume, on voit à peu près 10 fois plus de vivants que de personnes décédées. Pour donner une idée, à Nantes, on accueille à peu près 4000 victimes vivantes par an et on fait un peu plus de 400 autopsies. Une autopsie prend beaucoup plus de temps qu'une consultation, forcément, donc c'est à peu près ces chiffres-là. Comment tu penses que ce que tu fais, ça aide, en plus d'aider la justice, ça aide les gens? À partir du moment où il y a un obstacle médico-légal, les proches n'ont plus accès au corps du défunt. Et ça, la partie initiale, ça peut être vraiment difficile à vivre parce que malheureusement, ça arrive parfois qu'on ait quelques jours de délai entre le moment où la mort survient et le moment où le corps va être restitué à la famille après l'autopsie. Or, on sait que voir le corps du défunt est un élément vraiment important dans le processus de deuil. Et donc, ça peut venir retarder d'autant le démarrage du processus de deuil. Ensuite, il y a les stigmates de l'autopsie, qui peuvent être parfois très, très difficiles à vivre pour les familles, parce que même si on fait tout ce qu'il faut et qu'on recouvre nos incisions par des pansements, qu'on essaie vraiment de faire en sorte que ça ne se voit pas, de temps en temps, ça peut se voir. Et donc ça peut être difficile d'envisager qu'on a porté atteinte à l'intégrité du corps d'un proche. Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, les proches n'ont pas accès au rapport d'autopsie. Moi, je fais partie de celles qui militent pour que nous, en tant que légistes, on puisse recevoir les familles pour pouvoir leur expliquer ce qu'on a constaté, en dehors, bien entendu, de tous les cadres d'homicide médiatisés, etc., où là, par définition, c'est trop compliqué parce que ça viendrait entraver la procédure judiciaire. Je pense qu'on pourrait quand même apaiser certains questionnements, on pourrait apaiser des interrogations qu'il y a pu y avoir soit sur les circonstances, soit sur l'acte lui-même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'on fait et que finalement, on pourrait aussi les rassurer sur le fait qu'on a pris soin de leurs défunts, qu'on a pris soin de leurs proches. C'est les policiers actuellement qui leur donnent le compte-rendu globalement des conclusions.
Et je ne sais pas si ils se sont forcément les plus à même de répondre aux questions que les proches peuvent se poser vraiment sur l'acte d'autopsie. Avant de nous tourner vers le règne animal, nous marquons une courte pause musicale. À tout de suite. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Nous sommes de retour au Labo des Savoirs avec une émission magazine mortelle rythmée par des chroniques passionnantes sur le thème de la mort. Nous parlions de l'impact de la mort sur les vivants, mais nous nous sommes pour l'instant limités aux espèces, aux vivants de notre espèce. Anthropocentrés que nous sommes, mais d'autres animaux ont également conscientisé la notion de mort, et c'est ce dont tu as choisi de nous parler, Jérémy. Tout à fait, et lorsqu'on fouille un peu en quête d'exemples, on tombe rapidement sur des descriptions de situations qui peuvent s'interpréter comme du deuil, notamment chez les mammifères. Catherine Corbin et ses collègues rapportent ainsi dans un de leurs supports de cours universitaires les pratiques mortuaires des chimpanzés et gorilles. Toilette des individus mourants, protection des corps des défunts ou tristesse face au corps. D'autres pratiques ont été aussi observées chez les éléphants, les cétacés ou encore les corvidés. Peut-être que dans le studio, des petites voix dans vos têtes se disent « Mais est-ce qu'on peut vraiment conclure à du deuil ? Est-ce qu'on n'est justement pas en train de faire de l'anthropomorphisme encore une fois ?» Alors peut-être que oui, on a tendance à calquer nos comportements humains sur les animaux pour donner un sens à ce que l'on voit, mais ce n'est pas l'avis de Teya Brooks-Pibrack, qui est chercheuse à l'université de Sydney. Dans un article intitulé « Animal Grief », elle questionne la manière de réaliser les études des deuils chez les non-humains, au-delà des quelques exemples déjà cités. Donc, du coup, j'imagine que de cette étude, on retient qu'il faut un peu changer nos vieilles méthodes, c'est ça ? Tout à fait. Teya Brooks-Pibrack propose déjà de dépasser le bon vieux clivage cartésien opposant les émotions d'un côté et le rationnel de l'autre, le rationnel du néocortex surdimensionné des humains et des humaines. Alors, divers travaux ont permis d'accumuler des preuves de l'existence de cette conscience émotionnelle chez certains non-humains. Et ce qu'on peut se dire, c'est que si de nombreux mécanismes biologiques sont comparables d'une espèce à l'autre, pourquoi ne pas faire pareil avec la psychologie ? Il semble pourtant que l'on ait des difficultés à attribuer aux animaux non humains certains sentiments. Teya Brooks-Pibrack indique ainsi « Alors que les humains reconnaissent à d'autres humains la capacité d'aimer, les non-humains se voient souvent reconnaître uniquement la capacité de nouer des liens sociaux. Les humains peuvent être déprimés, les non-humains peuvent être stressés. » Effectivement, on voit certains ont du mal en tant qu'humains à considérer que les animaux puissent avoir des sentiments. Est-ce que c'est aussi valable pour le deuil, du coup ? Tout dépend de la manière dont on va définir ce mot. On peut s'arrêter à des questionnements sur la capacité de donner un sens à la mort, voire de se représenter sa propre mort. Ou bien élargir un peu le sujet et se centrer sur l'expérience de la rupture du lien avec des individus proches, un peu comme ce que tu as pu décrire dans ta chronique, Pierre. Donc nous sommes des êtres sociaux, les liens avec nos proches sont nécessaires pour une bonne vie, voire la survie des individus de nombreuses espèces, et faire l'inventaire des signes correspondant au deuil semble trop restrictif. C'est la raison pour laquelle notre chercheuse propose de retenir la définition de son homologue Colin Parkes, je cite, « l'expérience d'une perte suivie d'une réaction de désir intense pour l'objet perdu ». Alors, est-ce que les observations citées plus haut chez les non-humains correspondent à cette définition ? Souvenez-vous des rites funéraires chez les éléphants, les pies, les corbeaux, ou la perception d'une phase de deuil chez les poules, les vaches, les cochons, les baleines et les dauphins. Quelle place ces espèces donnent-elles à la mort ? Pour Teya Brooks-Pibrack, il est probable que ce soit bien plus complexe que ce que l'on pense. La mort est un phénomène relativement courant pour toutes ces espèces, et il est donc tout à fait raisonnable d'imaginer que des connaissances à ce sujet se constituent et se transmettent de génération en génération. Est-ce que tu as des exemples sur ce qu'elles peuvent connaître de la mort ? Alors, elles prennent parfois une forme bien différente de ce que l'on peut imaginer. Alors, l'article Animal Grief donne l'exemple des fourmis, qui semblent reconnaître l'odeur de la mort, c'est celle des triglycérides. Lorsqu'un chercheur imprègne un individu tout à fait vivant de cette odeur, il observe que ses congénères vont la transporter dans une sorte de chambre mortuaire, bien qu'elle soit toujours en capacité de se déplacer.
Alors, est-ce qu'on peut affirmer que les fourmis peuvent aussi éprouver le deuil? Alors, c'est un pas qui reste à franchir, notamment puisque l'étude des émotions chez les invertébrés est encore balbutiante. Alors, Thea Brooks-Pibrac conclut son travail par cette difficulté à transposer l'expérience de la mort d'une espèce à l'autre. Elle propose un parallèle marquant en évoquant aussi des variations de comportement au sein même d'Homo sapiens. La diversité des pratiques de deuil autour du globe pourrait amener à avoir des pathologies en adoptant le point de vue de notre médecine moderne, là où il n'y a qu'une adéquation avec les standards occidentaux. Je lui laisse les derniers mots de cette chronique. Je cite: Il peut être utile de considérer que la plupart des animaux non humains n'ont pas le privilège de vivre dans le confort et l'intimité d'une maison ou d'un appartement. Au lieu de cela, ils vivent généralement dans des conditions très défavorables, soit en tant que victimes de l'exploitation humaine, soit en tant que victimes de la cupidité humaine. L'expression du chagrin, et pas nécessairement le chagrin lui-même, pourrait être en fait considérée comme un privilège que de nombreux animaux humains et non humains ne peuvent s'offrir. Merci beaucoup Jérémy, c'est passionnant. Encore une raison de plus pour ne plus manger de viande, comme s'il en fallait encore. Les animaux, en plus d'être une source infinie de fascination, peuvent être également alliés ou ennemis. Et c'est ce double jeu que j'ai voulu questionner avec Mathilde Ducloyer, médecin légiste. Ah, les insectes, ça c'est une vaste question, ça va de pair avec la question de l'odeur. C'est plutôt nos alliés quand même, les insectes. Quand on se déplace sur place et qu'effectivement il y a beaucoup de... Enfin c'est des mouches principalement, les premiers insectes qui arrivent c'est des mouches, ils arrivent généralement très très tôt après la mort, puisqu'il faut savoir qu'une mouche elle est capable de repérer un cadavre à 3 km, donc à la fois ils vont dégrader le corps très vite, mais en même temps, ils vont parfois nous permettre de dater la mort. C'est ce qu'on appelle l'entomologie, c'est une spécialité médico-légale à part entière, et donc on va prendre les différents insectes qui vont être retrouvés sur place, et puis en fonction du type d'insecte, en fonction de la localisation aussi, l'entomologiste va pouvoir analyser ces insectes et proposer un délai post-mortem minimal. Il y a d'autres types d'animaux qui pour le coup sont pas vraiment vos amis en médecine légale. Je pense peut-être à des charognards qui viendraient un peu commencer l'autopsie avant vous. Alors ça arrive. La faune, les lésions liées à la faune, elles sont compliquées parce qu'elles peuvent être atypiques et qu'on peut être un peu déstabilisé. Après, ce qui nous aide généralement, c'est que c'est des lésions qui sont post-mortem. Typiquement des corps qui ont été retrouvés dans des cours d'eau. Souvent, il peut y avoir des rongeurs, des rats qui viennent un peu grignoter soit les mains, soit les oreilles. Et donc là, ça va faire des lésions particulières. Et après, sur des stades plus avancés, le gros inconvénient, c'est que ça va venir disperser, notamment les ossements. Ça va surtout nous empêcher de retrouver l'intégralité du squelette. Nous venons de faire un panorama de la mort avec toutes les facettes possibles et imaginables. Je me retourne maintenant vers les bénévoles dans ce studio et j'ai une première question pour vous. Au moment où vous allez décéder, parce que oui, ça va arriver, quelle musique voudriez-vous qu'on diffuse? Pierre? Oui, moi j'y ai déjà réfléchi pas mal de fois en fait. C'est peut-être honnête. Alarmant pour moi. C'est Time des Pink Floyd. Voilà, notamment pour le côté musical, mais aussi pour les paroles qui sont très belles. Ok. Marie? Alors moi, j'y ai absolument pas réfléchi comme Pierre, mais... C'est sain aussi. Je dirais quelque chose peut-être d'un peu plus joyeux, We Will Rock You. Je me dis quelque chose qui pourrait être pour ceux qui restent, qui se sentent pas trop tristes. Je voudrais pas qu'ils pleurent forcément. Enfin, l'événement sera forcément triste, mais je me dis, la musique, j'aimerais quelque chose qui soit peut-être plutôt joyeux pour eux, peut-être un peu rock ou quelque chose comme ça. C'est une bonne idée aussi. Jérémy? Ouais, un peu comme Marie, peut-être célébrer l'énergie qui persiste, peut-être, je sais pas, des chants de manif. Trop bien. Ouais, Résistant bien. jusqu'au bout. Bien joué. Aurore? Moi, je fais partie de la même catégorie de gens que Pierre, donc j'y ai déjà pensé. Et donc, c'est Pick Up the Bones de Alice Cooper. Voilà, parce qu'elle est très classe, cette chanson. Wow. Et que ça parle de la mort. Ouais, non, ça c'est une très bonne idée. Est-ce qu'on peut parler de la mort numérique du coup? C'est quoi la mort numérique? On parlait tout à l'heure en off du fait que, par exemple, moi j'ai perdu un proche qui était actif sur LinkedIn parce qu'il était entrepreneur, etc. Il avait un associé et donc il est mort jeune à 31 ans. Et donc la question c'était de savoir comment sa famille allait gérer justement le fait qu'il était présent sur les réseaux, sur LinkedIn, sur d'autres choses, et comment on fait mourir les gens sur les réseaux sociaux en fait. Et comment on réussit à justement à faire comprendre aux autres qu'il est bien décédé, et donc peut-être après supprimer le compte. Et donc toute cette question finalement de aujourd'hui avec les réseaux où tout reste, comment on fait disparaître quelqu'un, enfin mourir quelqu'un. C'est ça, l'idée c'est pas juste de supprimer le compte, c'est quand même d'informer les gens qui suivent cette personne que cette personne n'existe plus. Et aussi, c'était une problématique qui n'existait pas au début des réseaux sociaux. Les créateurs n'avaient pas pensé à mettre des options pour pouvoir passer le compte à une personne de la famille
ou faire ce genre d'opération, quoi. Si vous étiez mort numériquement, comment vous aimeriez qu'on l'annonce, qu'on gère vos réseaux en votre absence? Enfin, d'ailleurs, s'il faut les gérer, s'il faut les fermer, etc. Pierre? Moi, j'aimerais qu'on annonce ma mort à travers un mème internet. Ouais, mais ça m'étonne pas. Est-ce qu'il y aura toujours des mèmes quand tu seras mort? Je sais pas. Moi, je crois que j'aimerais qu'on supprime tout, mais qu'on fasse un message d'adieu, voilà, qui, si possible, me correspond un peu, enfin, qui correspond à ce que j'ai été. Voilà. Mais... C'est une bonne question. C'est vrai que par rapport à ce que tu disais, moi j'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur LinkedIn une notification d'un ancien tuteur de stage et je sais que malheureusement il est décédé il y a peu de temps d'un cancer et du coup j'étais curieux de... Enfin, je trouvais ça surprenant de recevoir un message du style célébrer les 10 ans dans le poste de un tel alors que la personne n'est plus là. Donc je pense que déjà s'il peut y avoir, ne plus y avoir de notifications sur mes actualités, ça faut être chouette puisqu'il n'y en aura plus. Non, et c'est vrai que je pense que la suppression, en fait, à terme, ça m'irait bien parce que finalement, sinon, ça fige dans juste les traces que tu as laissées sur Internet. Et peut-être qu'il y a des traces qui ont un sens quand elles avaient une réaction à un événement ou quoi, mais peut-être que tu n'as pas forcément envie qu'on retienne ça. Donc, ouais, je pense tout supprimer, éventuellement laisser peut-être un message préprogrammé ou. Ouais. Mais ouais, comme une sorte de stèle en fait finalement où tu as juste un résumé et t'as pas besoin de beaucoup plus quoi. De pierre tombale numérique. Ouais. Aurore, tu avais des idées? Je pense que moi, je penche aussi pour la suppression. Par contre, honnêtement, je crois que je m'en fiche un peu qu'il y ait un message ou pas. Parce que je me dis que les gens qui me connaissent vraiment, en fait, ils auront l'info par ailleurs. Et moi, ça m'est arrivé justement de voir des messages de décès et j'étais hyper mal à l'aise dans certains cas où c'était des gens dont j'étais pas proche. J'avais l'impression que c'était du voyeurisme, en fait, et que... finalement, je me disais, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, j'aurais peut-être pas été au courant. C'est très bizarre en fait d'apprendre ça comme ça en fait. On avait au travers de effectivement tout savoir sur tout le monde tout le temps. C'est ça. C'est même vrai pour la mort. Si vous expérimentez une sensation de mort imminente, c'est normal, l'émission touche à sa fin. Un grand merci à Mathilde Ducloyer, médecin légiste à l'hôpital de Nantes, pour avoir répondu à nos questions et réagi aux passionnantes chroniques des bénévoles. Merci à Marie, Aurore, Lila, Pierre et Jérémy. Et merci aussi à Aloïs, Laurent pour avoir répondu aux questions de Pierre. C'était une émission préparée par Florian Martin et Sophie Potvin, réalisée par Mélissa Touvron, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. À la semaine prochaine.